Hello à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis une personne qui aime beaucoup quand les livres, ils ont une vraie identité graphique. J'avoue, ça m'attire, ça fait partie des fois des critères qui font que je peux être amenée à sélectionner un livre. Bien sûr, ça ne fait pas tout, il faut aussi que le résumé m'intéresse, mais je vais vous présenter aujourd'hui tous les livres qui font partie de ma bibliothèque et qui ont une petite âme, quelque chose en plus, un habillage élégant. Et c'est parti. Je commence tout de suite avec le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'intitule Du thé pour les fantômes, une quête intime où la poésie et les contes infusent le réel. C'est un livre de Chris Vuklicevic. Comme on voit sur la couverture, il y a des petits thés, des crânes, des petits papillons de nuit, la végétation. C'est une édition de Noël, lune d'encre, le jaspage, avec des petits papillons de nuit. Dites-moi en commentaire si vous savez comment ça s'appelle le papier qui recouvre un livre. Voilà le livre sans le petit papier. On voit des belles brillances bleues, avec toujours la petite théière qui se retrouve au centre. Toujours des crânes, de la végétation. À l'arrière, on a les petits papillons de nuit. Je trouve ça trop beau, ce combo bleu et blanc. Et à l'intérieur, on retrouve des petites tasses de thé. Je trouve vraiment trop beau. Agonie et sorcière, Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger. Jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre. Retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Alméria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Typiquement, c'est un livre qui m'avait énormément intéressée pendant la période d'automne. J'aime beaucoup la vibes qu'il renvoie. Je pense qu'il va y avoir aussi une question de la place de chacun de ses enfants dans ce trio. Ça m'intéresse, ça parle de magie, avec l'une qui est sorcière et l'autre qui est passeuse de fantômes. J'ai hâte aussi de voir comment ça va s'articuler avec leurs pouvoirs. Intriguant. Hâte de savoir la suite et hâte de vous donner mon retour sur ce livre. Et franchement, il est trop beau. Pour rester un petit peu dans le thème féerique, magie, je vous présente un deuxième livre magnifique présent dans ma bibliothèque, qui se nomme L'Encyclopédie féerique d'Emily Wilde. C'est donc écrit par Heather Fawcett, et c'est une édition Sabran. J'aime trop, il y a vraiment le côté féerique avec le livre, les petites plantes, les champignons, en plus ils sont brillants, magnifiques. À l'arrière, on a aussi de nouveau des petites plantes, on a des clés. Ça a l'air assez intriguant. Il n'y a pas de jaspage sur celui-là, mais je trouve que l'édition en relié est quand même magnifique. Donc je tenais à vous la présenter, au cas où ça pourrait vous intéresser. Elle se présente ceci également. Cette fois une couleur crème, un effet rouge brillant. C'est un peu la forme d'une potion, mais en fait c'est plein de petites plantes et le livre qu'on retrouve. À l'arrière, on a également des brillances avec un livre ouvert et on sent qu'il y a plein de magie qui sort de ce livre. À l'intérieur, on retrouve à nouveau l'illustration du livre. Ce livre-là non plus, je ne l'ai pas lu. Je vais vous lire la 4e. Explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique Drafnsvik pour y étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee, venu pour l'aider dans ses recherches. Ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Ça donne envie, visiblement, on va avoir plein de références féeriques, il y a l'air d'avoir des fées, qui visiblement sont peut-être plus dangereuses que ce qu'on pense. Probablement une sorte de romance, peut-être enemy to lovers, vu que visiblement au début, l'élégant rival semble insupportable, mais peut-être que ça va finir en romance, je ne sais pas du tout. Ça a l'air sympa, avec un mini-monde, plein de féeries, plein de magie, moi ça m'attire. Et ça c'est un livre que je pourrais lire dans les zones un peu printemps-été. Je vous présente Bewitched, de Lucy Jane Wood. Des éditions Calix, on retrouve toujours la brillance, mais cette fois c'est violet, avec un fond vraiment orangé, magnifique, avec un crépuscule, la lune, les étoiles. Ça inspire vraiment la magie tout de suite, je trouve. On comprend qu'on va parler de sorcières.
trouve que les rideaux aussi, ils apportent vraiment du mouvement et une sorte de mystère. Un petit chat en plus. Et là, le chapeau de sorcière. Le jaspage. Je trouve que c'est un des plus beaux jaspages que j'ai. On voit un peu la tour de Londres, visiblement, avec des feuilles, des étoiles, des nuages. Je le trouve trop beau. En plus, il est différent sur chaque tranche. Et à l'intérieur, on retrouve de la dorure et une sorte de manuscrit, probablement rempli de sortilèges. Il est dans ma palle de Mars, donc je vais pouvoir vous faire une recommandation. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo future qui parlera de ce livre. Peut-être que ça vous poussera à le vouloir dans votre bibliothèque. Croire en soi est la plus puissante des magies. Entre son travail chez Lunar Books, sa librairie adorée, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense. Alors, quand à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère, bien trop optimiste, d'un mentor improbable et potentiellement sociopathe, et d'un protecteur exaspérément beau, lui suffira-t-elle pour réussir cette épreuve? Même le résumé est trop cool. On sent qu'il va y avoir de la magie, potentiellement une romance avec son protecteur. Visiblement, c'est une sorcière qui n'a pas l'habitude de pratiquer la magie et qui va se retrouver prise de court par le Coven. On sent aussi que ça va être drôle parce qu'ils mettent que sa mère est bien trop optimiste, le mentor est improbable et potentiellement sociopathe. Il a l'air d'avoir de l'humour, de la magie, de la romance. En plus, c'est ancré dans le réel. Et on a aussi compris au début que visiblement, elle ne veut pas que son entourage humain sache qu'elle est sorcière. J'ai trop hâte de finir cette lecture, je l'ai un petit peu commencé pour le mois de mars. Pour l'instant, j'aime bien ce que je lis, après c'est que le début, je n'ai pas encore lu beaucoup de pages. Mais c'est vrai que ça a l'air très marrant, il y a des petites notes d'humour, j'aime beaucoup. En plus, ça se passe dans une librairie. Ce roman est juste parfait pour la période automnale. Malgré tout, j'ai quand même envie de le lire, même si on n'est pas en automne. Prochain livre qui a l'air aussi un peu empreint de magie, c'est Le refrain de la rivière de Rebecca Ross, aux éditions Sabran. Alors il faut savoir que ce livre, c'est le livre 1 d'une duologie, je crois. Je sais pas si l'autre est déjà sorti en édition reliée, mais lui du coup c'est le premier. Il me semble que c'est une romantaisie. Mais regardez-moi cette couverture magnifique avec les petites dorures qui ressortent, les petites pétales. On sent vraiment du mouvement aussi avec la rivière. Ça nous emmène tout de suite dans un univers, dans un monde magique. Le jaspage avec des petites fleurs qui rappellent pareil des fleurs un peu féeriques dans les tons violet-rose. Ici on a une illustration tout en brillant, ce violette. J'imagine que c'est l'héroïne principale. On voit derrière un paysage avec des montagnes, beaucoup de verdure. À l'arrière, il n'y a rien. Et quand on ouvre la page... Là, on a visiblement une illustration du monde dans lequel se déroule l'histoire. Les ballades de Cadence, livre 1. Je ne suis qu'un couplet inspiré par ton refrain, et je te suivrai jusqu'au bout. Une magie ancienne circule sur l'île de Cadence. Les êtres surnaturels qui la peuplent enchantent la vie des humains au gré de leur fantaisie. Mais leurs inventions réelles deviennent troubles le jour où des petites filles commencent à disparaître. Adaira, l'héritière de l'Est, cherche à tout prix à communiquer avec les esprits, afin de découvrir un moyen de sauver ses enfants. Mais une seule personne est capable de les invoquer. Jack Tremorlane. Aïdara le connaît depuis l'enfance, mais elle ne lui a pas laissé le meilleur des souvenirs. Jacques, quant à lui, est parti sur le continent pour étudier la musique. S'il accepte de revenir à Cadence, il lui faudra renouer avec un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Ensemble, ils devront faire face à un mal qui s'étend jusqu'aux plus profondes racines de l'île et trouver sur quelles airs ils pourront enfin s'accorder. Ils n'ont pas l'air de s'entendre au départ, et par la suite, avec un objectif commun et une quête commune, je pense qu'ils vont se rapprocher. Je sais pas à quel point il va nous immerger dans leur monde, mais ça a l'air très intéressant, il y a l'air d'avoir beaucoup de mystères, on ne sait pas pourquoi ces enfants disparaissent. C'est quand même une mère visiblement qui part à la recherche de ses enfants, donc il y a un vrai enjeu dans ce livre. On va passer maintenant à plusieurs livres qui cette fois vont s'éloigner un peu de la magie, quoique. Ce sont plutôt des livres axés sur le thème de la mythologie. Pour commencer, je vais vous parler du livre Les Moires de Rosie Garland. Là, on peut retrouver des dorures. C'est aussi les éditions Sabran. Bon, ils sont connus pour faire pas mal de beaux livres quand même. Je trouve ça magnifique. Puis avec un beau jaspage aussi. C'est un peu un effet marbre, je trouve. Et là, on voit très bien les 3 moires en fait. Qui en plus, je trouve ça vraiment stylé de les avoir fait avec des lignes très fines. Parce qu'on revoit bien du coup la thématique du fil. Puisque dans la mythologie, les moires s'occupent de prendre, dérouler, couper le fil qui représente la vie des hommes. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait des illustrations comme ça, vraiment en ligne très fine.
avec un feu en plus au milieu qui rappelle les dieux, on a toujours de la verdure. J'aime beaucoup cette pochette, ça m'avait vraiment attirée, moi qui aime la mythologie. Là par exemple ce design me parle complètement. Quand on enlève ce petit papier autour du livre, on retrouve la même couleur de base, mais avec vraiment de belles dorures, avec un feu flamboyant par ici. Toujours en plus dans le détail, on dirait vraiment que tout est un peu illustré avec des fils. Et quand on ouvre le roman, ça ressemble plutôt un petit peu à des olives, je dirais. Une sorte d'olive qui rappelle la Grèce, qui rappelle la mythologie. Avant les dieux et les mortels étaient les moires. Il y a plusieurs éternités, 3 sœurs sont nées du sein ténébreux de la déesse Nyx, afin de tisser le destin des êtres humains. Dans un lieu hors du temps, Cloto, Lachésis et Atropos observent, immuables, tandis que les frêles mortels arpentent le chemin qu'elles leur ont tracé. Depuis le mont Olympe, les dieux jaloux et capricieux règnent sur la terre, lorsque Zeus, le plus puissant d'entre eux, s'en prend aux héros Atalante et Méléagre. Il bouscule le plan millénaire des moires. Dès lors, il faudra toute la concorde des 3 sœurs pour venir en aide à leurs protégés et combattre l'emprise des dieux, à moins que le destin lui-même n'en ait décidé autrement. C'est un livre que j'ai déjà lu, donc il fait partie de ma bibliothèque, je l'adore, je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça très intelligent parce que le parti pris est vraiment différent, je trouve, des autres livres que j'ai pu lire sur des thèmes de mythologie. Il y a un vrai parti pris dans l'histoire, une réinterprétation vraiment poussée, je trouve, du mythe des moires. Donc je vous invite en tout cas à le lire. C'est assez intriguant parce qu'on va suivre des personnages et au départ on va pas forcément comprendre le lien entre eux, notamment on va suivre les moires, on va suivre Atalante. Et on va avoir du mal au début à relier en fait les histoires de pourquoi on parle d'Atalante, pourquoi on parle des moires, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui se joue, on le comprend pas forcément tout de suite. Et à la fin en fait on fait le lien avec tout et on se dit ah ouais d'accord en fait c'était ça, c'est ça le parti pris de l'autrice. Et c'est vraiment stylé. En plus, bon, je pense que ça se devine un petit peu, mais c'est un livre féministe. Voilà, les personnages féminins sont courageux, elles ont envie de se battre, elles ont des challenges, elles n'ont pas peur. Et pareil, dans la mythologie, c'est assez rare, on va le dire. Donc pareil, c'est un parti pris que je trouve cool, ça met vraiment en avant les femmes, ça met en avant Atalante, les moires. Il y a aussi un peu la question du destin, est-ce qu'on peut échapper à son destin? Est-ce que les dieux ont vraiment prise sur tout? Est-ce qu'il n'est pas possible de renverser les dieux? C'est un très beau livre, je le recommande, ceux qui sont fans de mythologie, n'hésitez pas, en plus comme vous avez vu c'est un très bel objet. Un bel objet qui couvre une belle histoire. On va partir maintenant sur 3 livres, toujours dans le thème de la mythologie, écrits par Jennifer Saint, et qui vont aborder des mythes autour de 3 femmes présentes dans la mythologie grecque. Pour commencer, je vais vous présenter Électre. Ah, il est magnifique ce livre. Je précise que ces 3 livres, je ne les ai pas encore lus, donc je ne pourrai pas donner mon avis, mais on va pouvoir découvrir ensemble la 4e de couverture. Mais déjà, je trouve ça vraiment magnifique. Électre, c'est un personnage qui est présent dans la guerre de Troie. C'est pour ça qu'on retrouve en fait le cheval de Troie, notamment sur le livre. J'aime beaucoup, on a l'impression qu'elle a l'air de fuir quelque chose, il y a vraiment du mouvement qui est représenté avec sa robe. L'arrière se présente comme ceci, on retrouve de nouveau les 2 colonnes. Le jaspage, qui donne toujours une notion vraiment de mouvement. Sans sa protection, le livre du coup ressemble à ça. On retrouve de nouveau le cheval de Troie, une flamme. Et à l'intérieur, on retrouve un petit peu le motif qu'on avait sur le jaspage, en plus grand, avec de nouvelles illustrations qui ont l'air de représenter des personnages de la guerre de Troie, ou peut-être que c'est à chaque fois Électre, dans différentes situations, je ne sais pas du tout. 3 femmes prisonnières d'une malédiction arracheront leur liberté aux dieux. La famille des Atrides est maudite. C'est une lignée corrompue par un cycle ininterrompu de violence, où la soif de vengeance s'est transmise de génération en génération. Clytemnestre est la femme d'Agamemnon. Son pouvoir de briser le sort qui pèse sur les Atrides est fracassé lorsque sa sœur, Hélène, s'enfuit à Troie. Son mari lève alors la plus grande des armées au monde, prêt à triompher, quel qu'en soit le prix. Cassandre est princesse de Troie, victime du courroux d'Apollon. Elle voit l'avenir sans que l'on accorde le moindre crédit à ses prophéties. Elle seule sait que la cité légendaire tombera. Électre, la plus jeune fille de Clytemnestre et d'Agamemnon, grandit dans l'ombre d'un père absent, dont elle fantasme la grandeur. Rongée de solitude, elle devra faire face au poids de son terrible héritage. Proie tragique des dieux et des hommes, ces héroïnes inoubliables incarnent les différentes facettes d'une féminité en lutte. On sent qu'il va vraiment y avoir 3 personnages dont on va parler, Clytemnestre, Cassandre et Électre. Effectivement, les 3 ont des enjeux différents, les 3 vont rencontrer des problématiques différentes. Déjà, Cassandre est plutôt du côté de Troie, alors que Clytemnestre et Électre plutôt dans le camp adverse. Et c'est vrai que Électre, elle va avoir une enfance peut-être assez compliquée, vu qu'elle va entendre, voir la mort de Iphigénie, sa sœur, qui sera sacrifiée, pour permettre
à l'équipe d'Agamemnon de rejoindre Troie par la mer. J'ai déjà eu le personnage d'Électre dans un autre livre mythologique où effectivement on voit que c'est une personnalité très forte qui a son père pour idole malgré tout le mal et la violence dont peut faire preuve cet homme. À voir si on va retrouver un peu ce même type de personnage. J'ai hâte de voir comment elle va être dépeinte dans ce livre et comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle va faire. C'est vrai qu'il est vraiment pas bon d'être une femme dans la mythologie, c'est assez terrible. Mais j'ai hâte de le découvrir et puis de vous en faire part. Je n'ai pas encore lu de livre de cette autrice aussi, j'ai hâte de la découvrir. Deuxième livre donc de Jennifer Saint, nous avons Ariane cette fois. Donc ça va vraiment être amené au mythe de Thésée avec le Minotaure et le labyrinthe de Dédale. On retrouve vraiment donc toujours les dorures. Hein. Là visiblement je pense que c'est Ariane. On a aussi le petit bateau. Et bien sûr je pense une référence à Dionysos avec les raisins. On voit les petits symboles grecs et puis les grappes de raisin sur les tranches. Et ici nous avons de nouveau les petites feuilles de raisin. Lorsque l'on enlève la protection du livre, on va retrouver la pelote de fil que va mettre Ariane dans le labyrinthe à disposition de Thésée pour qu'il puisse retrouver son chemin. On va retrouver aussi la grappe de raisin. Et ici, ça je trouve ça vraiment magnifique, on va voir des femmes qui dansent avec des brillances bleutées, c'est vraiment joli. De tout temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Le roi Minos règne d'une main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus, les sujets et sa propre famille. Lorsque la cité d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Elle est déterminée à tracer son propre destin, quitte à renier sa famille et sa terre natale. Thésée, qui figure parmi les 12 otages, lui fournit l'occasion de contrer et fuir la tyrannie de son père. La légende du labyrinthe s'enclenche. Tour à tour, princesse, traîtresse, faiseuse de héros, Ariane connaît un parcours semé d'embûches, mais aussi ponctué de fabuleuses rencontres. En ce temps-là, Dieu et héros rôdaient sur Terre en laissant les femmes dans l'ombre. Jennifer Saint met en lumière ces femmes très modernes. Je trouve ça vraiment intéressant de revisiter les mythes du point de vue des femmes, puisque c'est souvent des points de vue qu'on n'explore pas beaucoup, et qui sont très souvent oubliés, puisque, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, être une femme dans la mythologie, ce n'est vraiment pas une vie rêvée. Ah, il me donne aussi très envie celui-là, donc on le retrouvera potentiellement dans une de mes prochaines palles. Dernier livre de Jennifer Saint que je vais vous présenter, c'est donc Atalante. Grande héroïne grecque, rare femme héroïne grecque d'ailleurs. On retrouve ici les symboles un petit peu des chasseresses, hein. On va voir le cerf, on va voir l'arc, et un chien de chasse, un lévrier je crois, avec pareil des références à la nature. À l'arrière, on retrouve un petit peu les plantes, le magnifique jaspage avec des fleurs. Quand on enlève la protection, on voit un livre sur fond noir, 3 pommes, un serpent, des dorures. Là, ça reprend un peu le motif qu'on retrouve sur le jaspage. Et à l'intérieur, on va retrouver, j'imagine, le personnage d'Atalante en chasseresse, avec des petites fleurs et puis un effet vraiment de végétation, de forêt. Puisqu'Atalante, c'est un personnage qui a beaucoup vécu dans la nature, dans la forêt. Elle prouvera sa valeur au monde, envers et contre tout. Fille de roi, Atalante est abandonnée à la naissance car elle n'est pas l'homme que son père espérait pour lui succéder. Au plus profond de la forêt, où elle a été laissée pour morte, elle est recueillie et élevée par une ours au sein de sa portée. Grandissant sous l'œil protecteur de la déesse Artémis, l'orpheline deviendra une chasseresse redoutable. Témoin de son courage et de sa force inégalée, Artémis lui confie une mission qui la confrontera au monde l'ayant rejetée. Atalante devra rejoindre Jason et ses argonautes en quête de la mythique Toison d'or. Jurant qu'elle prouvera sa valeur aux côtés des plus grands héros de son temps, la chasseresse embarque dans une aventure qui changera sa destinée à jamais. Mais elle découvrira vite que les hommes n'apprécient guère qu'une femme prétende être leur égale. Là pareil, on sent que ça va être un roman vraiment très féministe du point de vue d'Atalante, une des seules héroïnes humaines femmes. J'ai déjà lu des livres mythologiques avec le personnage d'Atalante qu'on retrouve notamment dans Les Moires et aussi dans Psyché Héros que je vais vous présenter après. Du coup je trouve ça vraiment sympa d'avoir des versions différentes d'un même personnage. Et là, en plus, comme c'est vraiment axé sur Atalante, j'ai hâte de découvrir des parties de son histoire que je connais un petit peu moins. Maintenant, je vous ai parlé de ce livre il y a quelques instants, je vais vous le montrer. C'est Psyché Héros, qu'on retrouve ici. Écrit par Luna McNamara, des éditions Hauteville. Là, pareil, on retrouve de la dorure. Ici, on voit Héros et ici Psyché. On a aussi un magnifique jaspage avec des petites feuilles qu'on retrouve, qui sont de la même couleur en fait que la base du livre. Lorsqu'on enlève la protection, on va retrouver cette fois une brillance mais plutôt bleutée qui représente une amphore avec les mêmes petites feuilles que l'on retrouve sur le jaspage. Et ici on voit une flèche entourée de feuilles qui doit représenter sûrement la flèche de Héros.
Qui a dit que l'amour véritable était un mythe? Impétueuse depuis son plus jeune âge, Psyché, princesse de Mycène, s'apprête à embrasser sa destinée. Mais sa beauté légendaire suscite la jalousie d'Aphrodite. La déesse envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatale. Qui en est victime est condamné à aimer éperdument et à perdre à tout jamais l'objet de son désir si leurs regards se croisent. Lorsqu'il se pique à la flèche promise à Psyché, Eros est pris au piège. Fou de passion et ne pouvant vivre sans elle, il l'emmène dans son palais. Au fil des jours, Psyché tombe sous le charme de ce dieu que le sort lui interdit de contempler. Or, la tentation est si forte qu'elle commet l'irréparable. Les deux amants devront alors relever tous les défis pour briser la malédiction, quitte à descendre aux enfers. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que Psyché, c'est vraiment un personnage qui est très courageux, qui n'a pas peur de relever les défis, qui rêve même d'être chevalier, d'être une guerrière, ce qui est plutôt appréciable, comme je disais, dans la mythologie. Elle va pas hésiter à se rebeller et puis à ne pas forcément se conformer à ce qu'on attend d'elle. C'est ce qui fait aussi qu'elle va finalement bien s'entendre avec Eros, qui est plutôt un dieu assez solitaire. J'ai vraiment adoré ce livre. Je trouve que c'est une belle histoire. Il n'y en a pas beaucoup dans la mythologie. Après, je vous laisse voir si ça se finit bien ou mal, mais en tout cas, je trouve que leur amour est assez sincère, assez sain. En plus, Psyché est une humaine et Eros est un dieu, donc plusieurs questions se posent. Comment faire quand l'un est immortel et l'autre pas? Il y a plein de questions qui se confrontent, plein de visions. Et j'ai trouvé ce livre très agréable à lire, avec en plus une héroïne, comme je disais, qui n'a pas froid aux yeux, et c'est très appréciable. C'est donc un très beau livre qui renferme une très belle histoire. Je vais vous parler de deux romans qui viennent de la même série, qui s'appelle Le Chant des déesses, écrit par Claire North. Ici nous avons donc le volume 1 qui s'appelle Pénélope, reine d'Ithaque. On voit une belle dorure, la représentation des filles, qui fait référence à la ruse de Pénélope, qui est donc de tisser une toile en disant à ses prétendants que tant qu'elle ne l'a pas finie, elle ne se mariera pas, et en réalité donc elle la tisse le jour et elle la défait la nuit. Il y a aussi un beau jaspage, le livre est plus foncé en haut et on a des petites feuilles, et l'intérieur se présente comme cela. Il est temps que les femmes d'Ithaque racontent leur histoire. Le roi Ulysse est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie, emmenant tous les hommes en l'âge de combattre de l'île d'Ithaque. Pénélope, sa femme, dirige le royaume en l'attendant. Mais lorsque des rumeurs circulent sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Pénélope choisit l'un d'entre eux, Ithaque plongera dans une guerre civile sanglante. Seule la ruse et son réseau d'espionnes lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. À Ithaque, tout le monde surveille tout le monde. Et il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. Donc celui-là, je l'ai lu aussi, je l'ai beaucoup aimé. Ça va vraiment mettre l'accent sur la reine, Pénélope, et non pas Ulysse, qui lui est en voyage. Il faut savoir que je crois qu'il sera en voyage 7 à 8 ans, il me semble, et pendant tout ce temps, Pénélope doit gouverner le royaume. Et comme on l'a vu dans le résumé, il va y avoir plusieurs problèmes qui vont se présenter. C'est que déjà, à l'époque, et dans la mythologie, il n'est pas bien vu qu'une femme gouverne un royaume, car pour eux, ce n'est tout simplement pas un rôle de femme. Donc c'est toléré parce qu'ils imaginent qu'ils n'ont pas de preuves que Ulysse est mort, mais au bout de quelques années, il y a un moment où beaucoup de prétendants se disent maintenant c'est bon, on peut considérer qu'il est mort, tu dois te remarier, tu ne peux pas continuer à régner sur le royaume. Et Pénélope est embêtée puisque même si elle en épouse un, le problème c'est qu'elle va, comme dit, déclencher une guerre civile, elle risque sa vie, et même si elle se marie et qu'il ne se passe pas ça, si Ulysse revient quelques années après et qu'il voit qu'elle est mariée, il va vouloir récupérer son trône et il va potentiellement la tuer aussi pour avoir été infidèle et ne pas avoir été loyale à lui. En plus de ça, elle doit se protéger elle, mais elle doit aussi protéger Télémaque et Ithaque. Comme on va le voir, Ithaque va subir des attaques, je ne vais pas préciser de quoi ni de la part de qui, je ne vais pas spoiler non plus, mais voilà, elle va se retrouver face à plein d'embûches et elle va devoir essayer de tirer son épingle du jeu, sachant qu'en plus elle ne peut pas gouverner de manière découverte, elle doit le faire dans l'ombre, puisque c'est très mal vu qu'une femme prenne des décisions, c'est tout simplement impossible aux yeux des hommes. On l'a compris, c'est les femmes qui vont devoir se démener pour sauver Ithaque. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre, par contre je précise, si vous n'aimez pas trop les livres qui sont assez longs, où l'intrigue met du temps à se mettre en place, où il y a beaucoup de descriptions, je vous le déconseille parce qu'effectivement il est assez long à lire. Après moi je l'ai beaucoup apprécié, ça me faisait toujours trop plaisir de le lire à la fin d'une journée. Donc franchement, si vous êtes fan de mythologie, je trouve que c'est un axe qui a été peu exploré. Ce qui se passe finalement sur Ithaque, on se concentre beaucoup sur le voyage d'Ulysse, mais pas tellement sur ce qui se passe à Ithaque même quand il n'est pas là. Je trouve ça très intéressant, je le recommande. Comme je vous ai dit, il y a un deuxième tome. Le voici. Donc toujours le chant des déesses, mais cette fois c'est le palais d'Ulysse.
On va voir effectivement des femmes, le même rond, avec un bateau. Là, je trouve ce jaspage magnifique, avec le bateau, les vagues, cet effet de mouvement, les nuages, je le trouve trop beau. Et à l'intérieur, il y a un rappel du bateau, des vagues, comme on avait vu sur le jaspage. Lui, je vais pas vous lire la 4e de couverture, parce qu'on ne sait jamais, le but c'est pas de vous spoiler non plus. Mais je l'ai mis sur ma pile à lire de mars, donc je vais le lire et j'ai hâte de voir si mon bon avis sur le premier se continue sur le deuxième. Et enfin, dernier livre de cette vidéo, mais pas des moindres. Et à la fin, il meurt de Lulubi. On retrouve encore des dorures, comme on peut voir, et là c'est un livre qui va aborder les contes. La sale vérité sur les contes de fées. On peut le voir déjà à l'illustration qu'il y a une pointe d'humour qui se décèle. On voit une femme qui a plus de bras, un chaperon rouge qui fait plus peur qu'autre chose, et un homme avec les yeux crevés. On va retrouver aussi là une grenouille, une pomme, une couronne et une rose. Et à l'arrière, on va retrouver une illustration qui montre en fait une grenouille disséquée. Et je trouve ça très malin parce qu'en réalité, c'est vraiment ce que fait le livre. Il va prendre un conte et le disséquer dans tous les sens pour voir d'où il vient, les différentes versions qui existent. Et il va vraiment reprendre des contes qu'on connaît et aussi certains qu'on connaît moins. Et personnellement, moi qui ai déjà regardé des vidéos par exemple qui parlent des vrais contes, des vraies histoires, j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas malgré tout dans ce livre. Il est super bien renseigné, c'est ça qui est cool aussi parce que Lulubi se documente énormément quand elle fait ses BD. Le jaspage, je l'adore parce qu'il est vraiment brillant, doré, comme un livre finalement de contes, un petit peu de princesse. À l'intérieur, on va retrouver aussi des petits pictos qui font penser à des contes. Donc là, on a une couronne, une épée, une baguette. On va retrouver vraiment ce pattern sur les deux parties du livre. Et à l'intérieur, les illustrations sont magnifiques. En plus, comme vous pouvez voir, Lulubi aime beaucoup avoir peu de couleurs dans ses livres. Elle va toujours choisir quelques tonalités. Ici, on va retrouver vraiment un rouge un peu violet et pas mal de nuances un peu orangées. Je trouve ça magnifique et c'est abordé avec énormément d'humour, donc ça se lit très vite. Moi, je l'ai lu en une soirée, il me semble. Je l'ai vraiment dévoré, je l'ai trop aimé, et puis je l'ai même prêté à quelqu'un qui, pareil, l'a lu très rapidement. C'est facile d'accès, c'est ludique. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les contes, je vous le recommande fortement. Les illustrations sont très belles aussi, très marrantes. Vous allez forcément passer un bon moment, donc je ne peux que vous le recommander. Et voilà, c'est fini pour ma vidéo sur mes beaux livres, mes belles éditions et les beaux jaspages que j'ai actuellement dans ma bibliothèque. Qui sait, j'en aurai peut-être de nouveau cette année. Dites-moi parmi tous les livres lequel vous a le plus plu, lequel vous semble le plus beau, le plus intéressant. Et si vous avez aussi des recommandations de belles éditions comme ça, de certains romans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si aussi mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.